BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes députée Rassemblement National du Var et vous êtes également la porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. C'est là que ça va se jouer aujourd'hui avec ce discours de politique générale. Le groupe RN est aujourd'hui le plus nombreux. Vous avez donc un certain pouvoir et en même temps, est-ce que vraiment vous allez l'utiliser? Est-ce qu'au fond, vous ne bluffez pas? Alors vous avez raison, au sortir de ces élections, malgré les magouilles, nous sortons quand même le plus gros groupe d'opposition à Emmanuel Macron. Voilà, on est 143 avec nos alliés de l'UDR. Vous savez, bluffer, nous voulons simplement que les aspirations des Français soient respectées. Et au soir du second tour, malgré ces magouilles-là, les Français veulent toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Mais nous précisément, serons intransigeants. Mais nous serons la vigie, je veux le dire aujourd'hui, du peuple français à l'Assemblée nationale. On va l'écouter point par point, mais globalement, l'attitude qui consiste à dire nous pourrions censurer le gouvernement Barnier, j'y crois pas, je ne vous crois pas. Alors, ce qui est certain, c'est que la censure, c'est pas un jeu, la censure. Donc, on ne censure pas a priori, comme peuvent le faire l'extrême gauche, qui veut bordéliser toujours nos institutions. Voilà, c'est très sérieux. Nous allons voir. D'abord, on va donner, entre guillemets, la chance au produit. On va bien voir ce que va faire le gouvernement Barnier. Quand on écoute Bruno Retailleau, on a bien compris qu'au niveau migratoire, ils avaient compris ce qu'attendaient les Français. Je suis moins certaine, quand on entend le garde des Sceaux, qu'il y ait un tournant sécuritaire. Néanmoins, voilà, encore une fois, on ne peut pas a priori censurer. Voyons ce que ça va donner. Vous savez, on jette un arbre à ses fruits. Pour l'instant, je vais vous dire, on n'a même pas de budget, on n'a rien. Vous regardez l'arbre, vous verrez, mais un de ses fruits, c'est quand même Bruno Retailleau, vous venez de le citer. Et c'est vrai que Laure Lavalette, je me dis, ça fait un mois qu'on dit le RN tient le gouvernement entre ses mains. Est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que désormais, avec une carte comme Bruno Retailleau, qui, vous le dites bien, finalement prône, ou en tout cas a les mêmes objectifs que vous, c'est vous qui êtes coincé, vous ne pourrez plus le censurer. Vous avez raison, quand on écoute Bruno Retailleau, je l'ai écouté comme vous chez votre collègue Darius Rochebin, on a l'impression que c'est un porte-parole du Rassemblement National. Il a compris les tenants, les aboutissants, ce que les Français veulent sur l'immigration, mais moi je vais vous dire, je suis assez attentiste parce qu'on les connaît les LR et M. Retailleau vient de cette famille politique. Il parle souvent comme nous en campagne électorale et puis au moment de gouverner, il gouverne comme des macronistes. Souvenez-vous, il était rentré plus d'immigrés légaux avec Nicolas Sarkozy que Lionel Jospin juste avant. Bon, il n'empêche que c'était toujours la moitié moins de ce qui rentre aujourd'hui légalement, puisque c'était 250 000 sous Nicolas Sarkozy et que nous sommes à 500 000 immigrés légaux par an. Donc encore une fois, voilà, est-ce que Bruno Retailleau va avoir cette volonté politique? On a l'impression qu'il l'a, et je vais vous dire, tant mieux. Ça sera ça de moins à faire, tout ce qu'il aura fait pour quand nous arriverons au pouvoir. Porte-parole du RN, c'est le baiser de la mort, là. Pas grand-chose de changé. Regardez dans son discours pendant une heure. Vous prenez tout. Oui, sur ces mesures, effectivement, pour lutter contre l'immigration, on prend tout, oui. Quand vous voulez expulser les délinquants étrangers pour protéger nos enfants, comme les tristes faits divers nous le rappellent, on ne peut être que d'accord. Quand vous voulez remettre une double peine, on ne peut être que d'accord. Quand vous voulez maîtriser les flux migratoires, quand vous voulez choisir qui rentre sur votre sol et quand vous voulez expulser ceux qui n'ont plus rien à y faire, bien sûr que je prends tout. Il a dit également l'état de droit, je le cite, ce n'est pas intangible ni sacré. La source de l'état de droit, c'est la démocratie, le peuple souverain. Est-ce que vous aussi, vous pourriez dire cette phrase? Mais bien sûr que la source de l'état de droit, c'est la démocratie. Et si quelqu'un sur l'échiquier politique peut me dire qu'il y a quelque chose au-dessus de la démocratie, alors là, on peut en parler, mais il faut me réinviter pendant 4 heures, Apolline de Malherbe, et les 20 minutes ne suffiront pas. Moi, je pense que ce qu'a voulu dire, j'en sais rien, je suis pas là pour être l'avocate de Bruno Retailleau. Un peu quand même. Il le fera. Je sais pas si, Non, je suis pas là pour. Enfin. Non, je suis pas là pour être son avocate. Moi, ce que je comprends, c'est de dire que l'état de droit n'est pas immuable. Mais j'ai entendu Laurent Fabius dire à peu près la même chose. Et du moment où la loi ne protège plus, il faut changer la loi. Et on voit bien dans la triste affaire de Philippines que vraisemblablement tous les magistrats disent que finalement la loi avait été respectée, que effectivement il n'a pas purgé sa peine en entier puisqu'il y a ces remises de peine, qu'il était en CRA et qu'il a été relâché comme nombre d'immigrés illégaux qui sont en CRA. Bon, voilà, quand ça ne protège plus,
alors il faut changer la loi. Et effectivement, de Quand faire vous en dites en CRA, sorte... je précise pour ceux qui nous centre de écoutent et qui nous rétention regardent, administrative. il s'agit des centres de rétention Et administrative effectivement, dont il avait donc une été idée, libéré. Une idée pour nous protéger, pour protéger nos enfants, c'est effectivement cette expulsion immédiate à la sortie de prison, ce qu'on appelle la double peine. Nous ne voulons pas que ces gens passent par la case libération. Il faut passer de la case prison à la case avion, comme dit ma collègue Edith Giaz, je trouve que c'est assez parlant. Avez-vous lu la lettre qu'a écrite la première victime, celle qui avait été victime de viol, de la part aurait pu être évité. du meurtrier présumé? Elle dit non seulement que ça aurait pu être évité, elle s'interroge aussi sur la récidive, mais elle dit également qu'au fond, l'expulsion n'est pas forcément la solution. Elle pense aux femmes qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui pourraient se retrouver avec ce meurtrier qui soit expulsé si l'on appliquait l'OQTF. Et elle dit, au fond, la récidive n'a pas de frontières. Non mais je l'entends, Apolline de Malherbe, sauf que moi j'ai été Est-ce que vous pensez à ces femmes aussi? J'ai été élue par le peuple français et ma mission c'est de protéger les Françaises, les Français. Nous n'avons pas d'autre choix, si nous voulons les protéger, d'exécuter ces OQTF. Mais j'allais dire, même en amont, nous devrions faire en sorte que ces gens-là... Mais donc tant pis pour les Philippines qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, on leur renverra... que ces gens-là ne rentrent pas sur notre sol. Déjà, ça simplifierait le problème. On n'aurait plus besoin de les expulser puisqu'ils ne seraient pas rentrés. Et c'est, je vais vous dire, un peu le réveil des peuples en Europe. On le voit bien. Regardez Martin Schulz qui dit qu'effectivement, il y a cette double frontière que vous avez tous beaucoup raillé dans la classe médiatique. Et peut-être vous, j'ai pas vraiment regardé, Apolline de Malherbe, mais vous disiez à Jordan Bardella, mais non, mais comment se fait? C'est pas possible. Mais si, une double frontière, rien de plus simple. Une frontière à l'extérieur de l'Europe, de cet espace Schengen, avec une agence Frontex qui véritablement aurait sa prérogative de repoussoir. Et après, une frontière... En l'occurrence, j'ai toujours regardé les règles, et les règles permettent, pour une durée de 6 mois, à tous les pays de remettre en place ces contrôles aux frontières. Voilà. Donc, en effet, il y avait tout à fait la possibilité de le faire. Nous, on pense que c'est une solution, parce qu'effectivement, on pense que cette immigration massive, incontrôlée, mais vous voudriez faire plus que 6 mois. Donc il faudrait changer les règles. Exactement. Ça deviendrait beaucoup mais je vais plus vous dire, compliqué, je peux le redire. Les peuples d'Europe veulent ça. En fait, c'est ce que veulent les Français. 66% des Français pensent qu'on a un problème avec l'immigration. 70% des Français sont pour les contrôles aux frontières, Apolline de Malherbe. Ça, c'est juste. Mais en revanche, si vous leur demandez s'il faut quitter l'Europe, et d'ailleurs vous ne le proposez plus vous-même, vous vous êtes bien rendu compte que ça n'était pas du tout populaire, les Français restent attachés à l'Union européenne. Si vous décidez de remettre ad vitam les contrôles aux frontières, c'est un peu la fin de l'Europe. Mais ça n'est pas pour les ressortissants européens, Apolline de Malherbe, c'est simplement pour les étrangers. Il est évident que cet espace Schengen, nous voulons le réserver aux ressortissants, et évidemment. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous ne voulons pas que la France subisse les choix migratoires politiques d'autres pays qui sont autour. Et puis je vais vous dire, je pense que les peuples se réveillent, et pas des peuples de droite. Quand vous prenez le Danemark, par exemple, avec un gouvernement social-démocrate, et qui ont des mesures tout à fait coercitives. Et le chancelier allemand lui-même est socialiste. Donc on voit bien que voilà, on est arrivé à un point absolument crucial. Ce que je disais finalement est assez juste. Vous en faites la démonstration. Vous ne le censurerez pas, ce gouvernement? Pas tout de suite. On va attendre de voir. Effectivement, vous savez, on a des lignes rouges. On l'a dit. Alors lesquelles? Déjà, il fallait nous parler correctement. Nous représentons 11 millions d'électeurs. C'est pas rien, c'est la plus grosse force politique dans ce pays. D'où votre refus d'un Xavier Bertrand, par exemple, qui était une des options pour Matignon. On ne peut pas tolérer quelqu'un qui vomit sur le Rassemblement national, sur ma famille politique. Et donc, très gentil, Michel Barnier. Parce que je vais vous dire, moi, je m'en fiche en tant que moi, mais c'est pour les gens que nous représentons. Puis je vais vous dire, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé dans ce pays. Jordan Bardella fait plus de 30% au soir des élections européennes. Il fait un score phénoménal au soir du premier tour des élections législatives. Il y a des gens qui ont été même élus au premier tour, comme votre serviteur. C'est votre cas. Voilà. Et il se trouve qu'il y a eu des alliances absolument contre nature et scandaleuses entre les deux tours, où les macronistes se sont désistés pour l'extrême gauche et vice versa. Je vous rappelle que l'extrême gauche a quand même fait élire Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, ce qui quand même ne manque pas de sel. Sans ces alliances, ça aurait été Jordan Bardella qui aurait été Premier ministre en juillet. On n'aurait pas déjà perdu 2 mois devant le monde entier à se ridiculiser. Et effectivement, les aspirations des Français auraient été plus représentées. Et vous savez, Monsieur Barnier, il sait tout ça. Je veux dire, il n'est pas idiot. Il sait qu'il y a une dichotomie entre ce gouvernement et entre, j'allais dire, même l'hémicycle et les aspirations du peuple français. Donc il n'a évidemment pas intérêt à aller à l'encontre de ce que veut le peuple français et de ce que nous disons nous. Donc on demande du respect. Après, on veut des mesures. Lesquelles? Des mesures fermes en matière migratoire. Donc ça, on en a parlé, en matière sécuritaire. Celles qui ont été proposées par Bruno Retailleau, la double peine, doubler la durée de rétention pour les personnes soumises à une OQTF, modifier la Constitution pour un référendum auprès des Français sur l'immigration. Tout ça, c'était dans votre programme. Je vais vous dire, nous, il est prêt. On l'a déjà dit, je suis déjà venue longtemps sur des plateaux avec. Marine Le Pen a un projet de référendum. Vous savez, quand on fait un référendum, en fait, on soumet une loi. Et c'est pas une question, comme on peut le croire. Nous, notre projet, il est déjà prêt. Donc tout ça, c'est bon? Tout ça, c'est bon. Sauf qu'il faut le faire.
Sauf qu'il faudrait qu'on le fasse, évidemment, parce que si on ne grave pas dans le marbre de la Constitution les outils politiques, juridiques, administratifs qui nous permettront de lutter contre cette immigration, nous n'y arriverons pas. Donc ceux qui vous disent que ça n'est pas possible de passer par le référendum, c'est parce qu'ils ne veulent que rien ne change et ils ne veulent pas changer notre politique migratoire, alors que les Français, on leur a pas posé la question depuis bien 40 ans sur savoir ce qu'ils voulaient faire de cette politique migratoire. Laure Lavalette, sur la question, sur le volet budgétaire, on l'a vu, il y a un certain nombre de mesures. Le journal Le Parisien parle même d'un choc fiscal qui pourrait être développé cet après-midi par Michel Barnier, avec des impôts sur les sociétés qui pourraient être relevés pour les très grosses entreprises, avec également des taxes. Là, pour le coup, ça pourrait avoir un impact, y compris sur nos factures, notamment d'électricité, relevées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais évidemment, au moment où l'inflation a été la plus grande, les taxes qui s'appliquaient à l'électricité ont été baissées. C'était le fameux bouclier tarifaire. Maintenant que l'électricité a à nouveau baissé, l'une des pistes du gouvernement serait de remonter ces taxes, ce qui mécaniquement ferait remonter le prix de l'électricité. On sera évidemment très attentifs. Déjà, ce budget, c'est l'Arlésienne. On aurait dû l'avoir aujourd'hui. En principe, c'est traditionnellement le premier mardi d'octobre. Il se trouve que nous ne l'avons toujours pas. Voilà, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va l'avoir. Je pense qu'en fait, ils ont eu peur aussi en voyant l'étendue et le gouffre abyssal. Mais il faut être honnête, quand même, Laure Lavalette. Souvenez-vous, les ministres ont pris leur poste il y a 2 semaines. Souvenez-vous quand nous demandions un audit des comptes publics et qu'on nous disait non mais au secours. Enfin, bien sûr qu'effectivement, ça avait de l'intérêt parce que Michel Barnier le dit lui-même, on est quand même à 2 doigts du gouffre et je pense que tout le monde en est conscient. Donc, il faut faire des efforts. Nous serons très attentifs à ce que ça ne soit pas les Français qui payent la facture des mauvais choix politiques. Voilà, quand vous travaillez, quand vous vous levez le matin, vous devez pouvoir payer vos factures et vivre dignement de votre travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à partir du 10 du mois, il y a un tiers des Français qui n'ont que 100 € pour finir le mois. Il y a des gens, moi je croise sur ma circonscription, je me souviens à la Valette du Var, des gens qui m'arrêtaient pour me dire on ne dîne pas le soir. Évidemment, il faut choisir entre se chauffer ou dîner. C'est intolérable et nous ne tolérerons pas que cette classe sociale, que ces gens qui se lèvent pour travailler soient encore taxés. Je vais vous dire, effectivement, un budget pour que les gens comprennent bien, c'est entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Là, a priori, on a 25% d'écart, on dépense 25% de plus que ce que nous rentrons dans les caisses de l'État. Moi, j'ai des idées, j'en ai plein. Déjà, il y a des mauvaises dépenses. Quand vous voyez la bureaucratisation de l'État, on dit qu'il y a 1200 agences. C'est vos collègues qui sortent cette étude-là. 1200 agences pour 80 milliards d'euros par an. C'est absolument colossal. Nous pensons qu'on peut déjà faire confiance à nos hauts fonctionnaires qui sortent de grandes écoles et qui peuvent déjà donner tous leurs conseils. Donc, pas besoin d'aller demander à des agences. Exactement. Ni à des comités théodule. 80 milliards d'euros. Ça veut dire aussi des gens colossal. Qui vont être mis sur la paille. Non, mais d'accord, on va faire différemment. Il n'empêche que c'est une économie, il va falloir dégraisser effectivement l'entourage de cet État. Il y a l'immigration. Vous savez que si on donne la priorité aux Français ou aux étrangers qui peuvent justifier d'avoir travaillé 5 ans équivalent temps plein, nous voulons réserver les aides sociales de solidarité aux Français. Un mot là-dessus, puisque vous avez dit les étrangers devront avoir justifié d'avoir travaillé 5 ans. Vous avez sans doute entendu les propos de Gérald Darmanin, qui était à Tourcoing dimanche, et qui dit plutôt qu'une préférence nationale, la préférence aux travailleurs. Voilà ce qu'il dit exactement. Que ceux qui travaillent puissent avoir accès prioritairement au logement, aux places en crèche, aux aides pour les transports, pour qu'enfin, travailler quelle que soit la nationalité soit reconnue par la société tout entière. La préférence aux travailleurs plutôt que la préférence nationale. Figurez-vous que nous, la seule discrimination au Rassemblement national que nous faisons, c'est la nationalité française. Parce qu'on pense que quand vous êtes français, quand vous avez la nationalité, vous devez avoir plus de droits que quelqu'un qui n'est pas français. Mais on ne ferme pas la porte, puisque quand vous êtes étranger, mais que vous arrivez à justifier que vous avez travaillé pendant 5 ans équivalent temps plein, alors vous aurez droit à la solidarité nationale. Mais ça veut dire que des Français qui ne travaillent pas auront le droit à des aides, alors que des étrangers qui travaillent n'auraient pas le droit. Ils ont la nationalité française et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est la seule discrimination. Vous savez... vous l'assumez comme une discrimination. La nation, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. La nation, elle est aussi là pour protéger. La patrie, voilà, est le bien de ceux qui n'en ont pas. Ça doit être aussi une valeur refuge. Et c'est important de savoir que vous avez un État derrière vous. Alors, pas question d'assistanat, évidemment, mais de protection, effectivement, des plus faibles et de ceux qui ne travaillent pas, peut-être parce qu'ils cherchent du travail et qu'ils n'en trouvent pas. Sur quoi? Donc ça, c'est une des mesures. Allez-y. Il y a l'immigration, donc nous en avons parlé. L'AME, effectivement, je pense que nous voulons la changer.
l'aide médicale d'État. Nous changerions en une aide médicale d'urgence. Bon, là il n'est encore, pas question... c'est du Bruno Retailleau dans le texte. Enfin oui, il fait du Rassemblement national dans le terme, mais il n'est pas question de laisser mourir les gens, il n'est pas question non plus de leur refaire le nez ou de leur recoller les oreilles. Vous voyez, à une époque où nous devons faire mais des vous savez économies. Bien que ça, c'est une caricature. La vérité, c'est que les médecins eux-mêmes le disent. La palette de soins, elle est pratiquement totale, sauf les cures thermales et la procréation médicalement assistée. C'est pas possible. Écoutez mon collègue Juvin qui en parle. Il est pourtant pas de ma famille politique. Il était chez Jean-Jacques Bourdin où il disait voilà, ça n'est pas possible. Cette palette de soins, elle est trop grande. Nous sommes trop Donc attractifs. réduire la palette de soins à l'urgence. Mais vous l'avez bien entendu, il y a un grand nombre de médecins. Alors peut-être pas Philippe Juvin, mais enfin il y a quand même un grand nombre de médecins qui vous disent que c'est un risque parce que ne soigner les gens qu'une fois qu'ils sont à un point d'urgence, ça veut dire que les maladies se sont développées, ça veut dire que la contagion s'est installée. Mais parce qu'en fait, il faut voir ça de façon globale. Il y a 400 000 premières demandes d'AME par an. Donc c'est-à-dire que c'est colossal. En fait, si vous voulez, l'immigration, il faut bien que les Français comprennent, l'immigration en France, elle est complètement hors contrôle. L'immigration légale, c'est à peu près 500 000 immigrés qui rentrent par an. Les Français, c'est la ville de Lyon à peu près. Les Français ont bien compris que ça pesait aussi sur leur système de santé. Je vais vous dire, quand en France, on n'investit plus dans l'hôpital depuis 20-30 ans, quand même on ferme des lits et que vous accueillez 500 000 personnes légales par an, enfin je veux dire, c'est 1 million en 2 ans, 2 millions en 4 ans. C'est 1 milliard, sur 250 milliards quand il faut soigner les gens, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ça pèse sur vos comptes publics. Ça pèse aussi sur la santé et nous ne voulons pas le tolérer. Donc il faut déjà réduire le nombre de gens qui viennent, puisque je rappelle qu'en France, pour un immigré qui repart, il y en a 4 qui rentrent. Vous voyez bien que c'est quand même un défi migratoire qui est total, surtout avec ce qu'on nous promet sur l'Afrique, sur le développement démographique de l'Afrique. Je veux dire aux Français, on est au début de cet enjeu migratoire avec les réfugiés climatiques. Donc il faut que nous prenions des mesures drastiques très rapidement avant que la situation soit encore plus hors contrôle. Mais voilà, donc ça c'était... J'ai bien compris les lignes que vous espérez voir dans ce discours de politique générale. Il me vient autre chose quand même. On vient de nous dire qu'on allait encore augmenter notre contribution à l'Union européenne de 2 milliards. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts et en même temps d'augmenter de 8% notre contribution. C'est l'Europe qui doit faire des efforts. Ça n'est pas les Français. Ils ne doivent pas payer les mauvais choix budgétaires. Mais vous pourriez lui dire merci à l'Europe. Mais je dis merci pour ce qui va bien. Non, mais merci à l'Europe parce que c'est 6,8 millions d'euros, qui est la contribution de l'Europe aux assistants parlementaires des je vois votre députés. Non, mais c'est important. Je la cherchais à Pauline de Malherbe, ça y est, je l'ai. Parce que c'est un point que Marine Le Pen assume. Le procès a donc été ouvert hier, procès dans lequel 20 députés ou anciens députés européens du RN, dont Marine Le Pen, sont effectivement sur le banc des accusés. Marine Le Pen, elle assume en quelque sorte puisqu'elle dit, je cite ce qu'elle a dit aux enquêteurs, les assistants parlementaires ne travaillent pas pour le Parlement européen, ils sont des assistants parlementaires politiques d'élus, par définition politique, ce ne sont pas des fonctionnaires du Parlement européen. Et l'Union européenne estime que ces 6,8 millions d'euros qui donc devaient normalement servir uniquement à travailler pour l'Union européenne, qui auraient été utilisés pour le RN. Alors déjà, il faut expliquer comment cette plainte est venue. C'était il y a 15 ans. Un président socialiste du Parlement européen donc, a eu cette plainte qui venait d'un socialiste. Et pas seulement contre le RN. On a bien sûr suivi aussi le procès qui a été fait contre le Modem. Et visé. Cette plainte, après, elle est venue en France. Et c'était Christiane Taubira qui était garde des Sceaux à l'époque. Et effectivement, ça fait 10 ans qu'on se traîne le procès des assistants parlementaires. Donc moi, je me réjouis qu'enfin nous ayons 2 mois devant nous. Alors, c'est pas 2 mois pleins, c'est à raison de 3 demi-journées par semaine pendant 2 mois, où Marine Le Pen va pouvoir justement expliquer et dire effectivement ce qu'ont fait nos assistants parlementaires. Il faut bien que les Français qui nous écoutent comprennent. Il n'y a pas eu de détournement de fonds. Non, c'est pas il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et il n'y a pas eu non plus d'emploi fictif. Ces assistants ont vraiment travaillé. Sauf qu'ils ont toute la question se pose sur ce que dit la plainte, c'est qu'ils n'auraient pas travaillé pour l'Union européenne, ils auraient travaillé vous avez raison, pour le RN. En fait, tout est question d'interprétation sur ce qu'ils ont véritablement fait. Nous pensons, comme à l'Assemblée nationale d'ailleurs, que le rôle politique d'un élu est intrinsèque à son mandat. C'est d'ailleurs ce que dit le Bureau national de l'Assemblée nationale, pour les députés. C'est une interprétation plus politique que juridique. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends parfaitement, et d'ailleurs Marine Le Pen elle-même l'a défendu comme tel, disant au fond, ils ont bien travaillé pour nous. Simplement, nous, on ne bosse pas que pour des textes européens. Mais il y avait des règles quand même. Non, mais le rôle d'un député européen d'opposition n'est pas le même qu'un député de la majorité. On n'a pas les mêmes droits, vous n'avez pas le droit au même rapport. Oui, mais ce que dit l'Europe, c'est qu'au pire, il fallait qu'il reste là-bas et qu'il bosse rien. Quand vous êtes si je vous écoute. Non,
êtes député d'opposition à l'Europe, vous préparez l'alternance. Sinon, c'est confortable, vous aviez des types qui étaient payés. Vous êtes élu par des gens qui pensent que le modèle européen n'est pas celui que nous voulons. Nous avions 2 projets, on en a déjà suffisamment parlé. Voilà. Donc, effectivement, il y a un rôle qui est politique. Mais encore une fois, nous pensons que ce rôle politique, il est intrinsèque à ce mandat de député européen d'opposition. C'est toute la gageure, j'allais dire, de ces 2 mois où Marine Le Pen aura 2 mois avec des arguments pour expliquer qu'effectivement, nous assumons le fait qu'ils aient eu un rôle politique. Mais le grand paradoxe, vous le comprendrez bien, Laure Lavalette, c'est qu'au fond, l'Europe vous a financé en quelque sorte, ou en tout cas a financé ceux qui travaillaient pour vous. C'est pas l'Europe, c'est que nous avons eu des Cette députés, Europe que vous eu des députés européens élus par le peuple français. Donc évidemment que l'Europe, elle a donné les moyens à ces députés européens de faire leur travail. Bien sûr, mais heureusement que l'Union européenne donne aussi à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux les moyens de travailler, Madame de Malherbe. Ça paraît quand même très cohérent. Vous redoutez l'inéligibilité ? Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que Marine Le Pen était assez contente d'ailleurs de ces 2 mois de procès pour pouvoir justement expliquer et de voir qu'il n'y a pas eu, je veux dire, quelque chose qui nécessiterait une éligibilité, puis ce serait un scandale démocratique absolument sans précédent. Mais vraiment, je n'y crois pas. Je pense que nous abordons vraiment ce procès, de façon très sereine. Ça fait 10 ans, donc on a eu le temps évidemment de nous y préparer. Et puis moi, je suis contente qu'on évacue aussi ce serpent de mer qui revenait un peu trop souvent. Merci Laure Lavalette d'être venue dans ce ce studio ce matin répondre à mes questions. Députée RN du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée.